Aujourd'hui, je vous emmène dans un monde fascinant, celui des morgues anciennes en France au XIXe siècle et au début du XXe. Pourquoi était-il possible d'aller voir des cadavres derrière des vitres? C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une morgue? Bien que le dépôt de cadavres existe depuis longtemps, le XIXe siècle est marqué par un élément qui pose de plus en plus de problèmes, l'anonymat des individus. Dans des villes de plus en plus urbanisées, il devient difficile d'avoir des morts sans identité pour pouvoir signaler leur décès à l'administration. La morgue, à cette époque, va s'inscrire dans cette nécessité de mettre un nom sur des dépouilles. Intéressons-nous à l'étymologie du mot « morgue ». Le verbe « morguer » possède plusieurs sens, comme celui de regarder de haut une personne, ou bien il peut se retrouver initialement dans le milieu carcéral, comme au XVIe siècle. Morguer quelqu'un signifiait l'observer avec insistance, et cela était une étape importante lors d'une entrée en prison. Lors d'une entrevue, les geôliers observaient minutieusement les nouveaux arrivants afin de pouvoir par la suite les reconnaître. Autant dire que dans le passé, il fallait être physionomiste. De cette observation des visages de vivants va en découler également l'observation minutieuse des visages des morts qui arrivent alors au dépôt de cadavres. C'est ainsi que ce lieu, où l'on entreposait des dépouilles, est devenu au fil du temps une morgue. Pour les villes traversées par des fleuves, par exemple, la présence de la morgue s'avère importante puisqu'on retrouve régulièrement des dépouilles de noyés qui sont bien souvent difficiles à reconnaître après un séjour dans une eau vive. Au Moyen-Âge, il n'était pas rare que des ordres religieux s'occupent de récupérer les corps et de les inhumer par la suite. Et à Paris, sous l'Ancien Régime, la base geôle de Châtelet, où l'on entreposait des cadavres, est décrite en ces termes avant sa fermeture. C'était un endroit humide et sombre, un réduit infect d'où s'échappaient sans cesse les émanations les plus fétides. Les cadavres jetés les uns sur les autres attendaient que les parents, une lanterne à la main, vinssent les reconnaître. La nécessité de véritables lieux pour entreposer des morts au XIXe siècle fait également écho aux réformes funéraires qui ont permis une refonte complète de la législation à la fin du XVIIIe siècle en France, nécessitant d'avoir des tombes nominatives ainsi que des concessions, chose qui n'était pas la norme avant ces changements de loi funéraire. En bref, on a besoin de savoir qui est mort et surtout d'avoir son nom pour le tracer à l'état civil. Mais pour cela, il faut exposer les corps pour qu'ils soient éventuellement reconnus par des voisins. Bien souvent, lorsque l'on parle des morgues du XIXe siècle, et en particulier en France, on les présente comme une attraction macabre pour les vivants. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas uniquement par plaisir que les gens vont voir des morts derrière des vitres. Lorsqu'un corps est trouvé et qu'on ne sait pas quelle est son identité, il s'est avéré beaucoup plus utile de le présenter au public que de faire un signalement à l'écrit. Plus un public sera susceptible de reconnaître un visage, plus il pourra témoigner et participer à sa reconnaissance. Le temps d'exposition des cadavres avant inhumation est fixé par la loi et surtout cela demande une mise en place technique et un bâtiment facilement accessible pour permettre au public d'y venir sans encombre. Et si les hommes et femmes sont admis, les enfants également, car ils peuvent aussi reconnaître quelqu'un. En bref, ce n'est pas un spectacle macabre, mais une visite utile pour les vivants et les morts que de venir à la morgue. Identifier un mort n'est pas quelque chose de facile, encore moins lorsqu'il est présenté nu sur une table inclinée face à un public derrière une vitre. Les corps les plus abîmés ne sont pas exposés au public pour des raisons qui semblent tout à fait logiques puisqu'ils sont alors méconnaissables. En revanche, ceux qui sont en bon état sont présentés. Bruno Bertera, qui est un chercheur spécialiste de la question des morgues, évoque également le fait, dans le cadre des photographies médico-judiciaires, de présenter le mort avec un chapeau, ce qui facilite davantage sa potentielle identification par des personnes l'ayant croisé dans la rue. Ces photographies ont le mérite, sur les périodes les plus tardives du XIXe siècle, de permettre un affichage de ces dernières afin d'évacuer les corps qui se décomposent. Quant aux archives dont nous disposons maintenant, les registres de morgue s'avèrent très fournis en informations, allant des descriptions d'objets aux détails physiques rapportés à l'écrit dans ces imposants carnets. D'ailleurs, dans certains articles de la fin du XIXe, les auteurs tentent de rompre l'idée reçue que les morts non identifiés en morgue ne sont pas spécialement issus de classes pauvres et que certains incognito post-mortem, comme ils les appellent, peuvent aussi faire partie des classes les plus aisées, et ce, même pour les suicides. Ainsi, les morts au sein des morgues sont de tous âges et de toutes conditions. Bien entendu, les morgues n'abritent pas uniquement des corps accidentés. On y trouve aussi les victimes de crimes odieux ou de morts étranges.
Mais encore une fois, la difficulté de conserver des corps pendant plusieurs semaines afin de les identifier est un véritable challenge. Les morts liés à des affaires criminelles drainent énormément de visiteurs et l'exposition participe aussi à un écho particulièrement fort de la presse. Parfois, malgré les visites nombreuses, le mort n'est pas toujours reconnu et demeure un anonyme affublé du sobriquet de son assassinat. Forcément, le mort assassiné devient également une source d'attraction pour le coup, à l'origine de grandes files de visiteurs. Au regard de la presse française du XIXe siècle, les récits liés à des cadavres victimes d'assassinats sont ceux qui rapportent le plus d'éléments troublants concernant le comportement des visiteurs. La victime de meurtre devient soudainement le sujet de la curiosité pour le coup malsaine de nombreux visiteurs. Le choix de la montrer ou bien d'exposer un visage s'inscrit toujours dans cette démarche d'identification. Prenons l'affaire de la femme découpée en morceaux en 1901 à Lyon. On parle d'une foule de 60 000 personnes qui s'est pressée pour venir voir la tête de la victime exposée durant 3 jours. On parle d'évanouissement et de blessures dues aux chutes face à un tel choc. À Paris, c'est l'affaire de la petite morte de la rue Verbois en 1886 qui va émouvoir et attirer les visiteurs. Bien qu'elle ne soit pas forcément criminelle, c'est la mise en scène de l'enfant qui va attirer une foule attendant parfois depuis 1 heure avant l'ouverture des portes. On parle de 150 000 visiteurs en quelques jours. Mais malheureusement, aucun n'a reconnu l'enfant. Tout à l'heure, j'évoquais la photographie des morts dans le cadre de l'identification. Alors qu'au XIXe siècle, on retrouve des photos post-mortem de façon assez récurrente, la photographie de défunts à des fins d'identification prend racine à la fin du siècle. C'est une méthode qui permet de conserver un visage dans le temps alors que le temps l'outrage petit à petit. Alphonse Bertillon, qui a révolutionné l'identification des criminels au XIXe siècle, va également mettre en place son système de fichage des individus sur des morts. D'ailleurs, les photographies de morgue vont rapidement être reprises en gravure pour alimenter des faits divers dans la presse. Mais si vous pensez qu'une morgue du XIXe siècle est uniquement un bâtiment flanqué de quelques tables, ce n'est pas le cas. Penchons-nous sur l'aspect technique de ces morgues du passé. Parlons de la décomposition. Un corps mort évolue très vite et les morgues ont rapidement été obligées de présenter des conditions techniques pour permettre ses conservations en toute sécurité. De par leur emplacement passant, la salubrité s'avère être une question majeure pour la population vivante à proximité. C'est un système complexe qui va être développé. D'abord, le besoin d'avoir accès à de l'eau facilement va induire des constructions de morgues près de sources d'eau abondantes. Un mince filet d'eau sur les corps disposés sur des tables en pierre ou en marbre permettait de les garder froids et donc de les conserver plus longtemps. Cette température basse va venir ralentir le développement des bactéries à l'origine de la décomposition. En 1880, la question du refroidissement des corps et de leur réfrigération va émerger et être envisagée par les services d'hygiène et de salubrité en France. Après diverses présentations de machines et de brevets, c'est la machine dite à affinité qui est sélectionnée pour permettre le refroidissement progressif des dépouilles à partir du moment de leur entrée à la morgue. Voici ce qui était attendu de la machine d'après Archives. Soumettre dès leur arrivée à une température de -15 degrés à -20 degrés les corps que l'on veut conserver. Les porter ensuite dans une salle dont la température oscille entre -4 degrés et -1 degré environ. Et si l'on en croit toujours les archives, à partir de la mise en place de ce système, davantage de cadavres ont pu être identifiés suite à leur exposition plus longue. Ainsi, selon les périodes au cours du XIXe siècle, les morgues peuvent être différentes les unes des autres, selon les techniques employées. De plus, la salle d'entrepôt des cadavres et la salle d'exposition publique ne possèdent pas les mêmes fonctionnements techniques. Et ces morgues, pour reconnaître des gens morts, on n'en trouve pas uniquement à Paris, même si celles de la capitale sont très bien documentées et s'avèrent être bien souvent les plus connues. Faisons le tour de 3 morgues françaises qui ont des histoires intéressantes. Parler des morgues anciennes sans parler de celles de Paris est impossible à envisager. Nous allons donc commencer par celle-ci. Les morgues de Paris sont les plus connues puisque ce sont celles que l'on retrouve le plus immortalisées en photographie ou en gravure. Comment ne pas se rappeler, dans le roman Thérèse Raquin d'Émile Zola, du chapitre 13 qui se déroule à la morgue. Mais à Paris, il y a 2 morgues à distinguer. D'abord, la morgue du quai du Marché Neuf, utilisée à partir de 1804 et venant remplacer le dépôt de Châtelet. Puis, il y a la morgue du quai de l'Archevêché, en 1867, qui vient remplacer celle du quai du Marché Neuf.
On retrouve énormément d'articles anciens, en particulier lors de la seconde moitié du XIXe siècle, qui évoquent la morgue parisienne et la venue du public pour observer les morts. D'ailleurs, les visiteurs venus d'Angleterre sont réputés pour être ceux qui n'ont peur de rien. Comment blâmer ceux qui sont abreuvés par la culture macabre victorienne ? La morgue située sur l'île de la Cité s'avère au final être très mal installée. Les infiltrations de la Seine dans les sous-sols, mais également l'instabilité du terrain, n'augurent rien de bon pour le bâtiment. Selon les horaires de visite, le type de visiteur va changer. L'ouvrier ne vient pas au même moment que la femme de classe aisée qui ne travaille pas. Idem pour les plus jeunes. Pour autant, c'est toute la société parisienne qui se croise par ici. Mais faisons un petit tour à Lyon. La ville de Lyon a une histoire de morgue très intéressante puisque certaines ont des formes assez originales, à l'image des bateaux-morgues, aussi appelés morgues flottantes sur le Rhône. Les anciens dépôts à cadavres de la ville sont vivement décriés par la population qui craint cette proximité, et c'est ainsi que la ville décide de mettre en place des morgues flottantes, dont la première se trouvera en face de l'Hôtel-Dieu à partir de 1850. Encore une fois, la proximité avec le fleuve permet d'arroser les morts pour les refroidir facilement. Le petit problème, c'est que le Rhône est sujet aux crues, et c'est lors d'un de ces événements que la petite morgue toute mignonne s'est retrouvée embarquée dans le flot de l'eau en 1852. Mais ce n'est pas grave, on en reconstruit une en 1853, qui sera elle aussi emportée lors d'une violente montée des eaux en 1910. Un événement étrangement immortalisé et que l'on retrouve sur des cartes postales anciennes. Suite à ces événements, l'idée de bateau-morgue est alors abandonnée au profit de futures morgues avec un système technique en dur sur des terrains adaptés dont les plans attendaient une approbation depuis plusieurs années déjà. Et terminons ce petit tour des morgues par Toulouse. Si vous pensez à manger une glace quai de la Dorade en une belle journée ensoleillée, dirigez-vous vers la buvette qui s'appelle les Pêcheurs de Sable. Si son nom est lié à un ancien métier qui était celui de la pêche au sable pour fabriquer du ciment au début du XXe siècle, sa bâtisse, quant à elle, est l'ancienne morgue de la ville. Le long de la Garonne, elle bénéficie encore une fois d'un accès à l'eau facilité, mais surtout de la proximité avec le fleuve qui charriait des cadavres de temps à autre. Là aussi, on venait identifier des corps, et cet exemple toulousain nous montre qu'il est tout à fait possible de réhabiliter des endroits si particuliers lorsqu'ils ont une valeur historique et architecturale notable. Alors pourquoi on a arrêté de montrer les morts au grand public ? Il faudra attendre à Paris l'année 1907 pour que les visites publiques s'arrêtent et que la reconnaissance de cadavres ne soit autorisée qu'à des individus ayant un laissez-passer et une raison de se rendre à la morgue pour une enquête en cours. Et il faudra attendre 1923 pour que la morgue soit déplacée à Paris et qu'elle devienne l'Institut médico-légal. Cette pratique, qui s'est développée tout au long du XIXe siècle, ne trouvait plus écho au début du XXe. Les mentalités ont évolué, la considération du corps mort également, et le cadavre se fait alors de moins en moins accessible. Ainsi, la mort et le cadavre s'isolent dans leur microcosme funéraire tout au long du XXe siècle, devenant visibles que par quelques poignées de concernés. Petit à petit, on voit de moins en moins de personnes mortes. Qu'est-ce que c'est qu'une morgue aujourd'hui ? Au XXIe siècle, la morgue sera davantage désignée sous le nom de chambre mortuaire, d'amphithéâtre ou de dépositoire, d'après le Code général des collectivités territoriales. Elle ne doit pas être confondue avec une chambre funéraire, qui est un service différent en termes juridiques, malgré une exposition possible de corps. La chambre mortuaire, quant à elle, peut se retrouver dans un établissement de santé, dans un EHPAD ou encore en institut médico-légal. La visite auprès des dépouilles est surveillée et filtrée et réservée aux personnes concernées par le décès. Grâce aux agents de chambre mortuaire, les défunts et les familles sont accompagnés dans les premiers pas en vue des funérailles. Et ces agents peuvent aussi assister les médecins légistes dans le cadre d'un travail en institut médico-légal. Quant à moi, est-ce que je me suis déjà retrouvée dans le noir au cœur d'une chambre mortuaire au travail ? La réponse est oui, et je vous avoue que j'ai pas trop fait la fière. Quelques lectures pour terminer cette vidéo. Tout d'abord, comme je le citais, le chapitre de Thérèse Raquin de Zola qui décrit la morgue de Paris au XIXe siècle me semble être un bon début, surtout que le livre est excellent. Puis, la bande dessinée Les rues de Lyon, numéro 8, intitulée La morgue flottante par Ludivine Stock.
En ouvrage plus conséquent, je recommande Morgue, enquête sur le cadavre et ses usages par Jean-Luc Hennig, qui est un livre absolument incontournable sur le sujet. En anglais, il y a également Past Mortem, Life and Death Behind Mortuary Doors par Carla Valentine, que j'adore. Enfin, pour tout ce qui touche aux médecins légistes, je recommande Médecins légistes, une enquête sociologique par Romain Juston-Rival, et dans un autre registre, les Chroniques de médecins légistes par Michel Sapanet. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ces morgues anciennes vous auront intéressé. Comme d'habitude, le petit pouce et le commentaire sont les bienvenus. Je vous dis à très bientôt.